la plupart des entreprises, quand on évalue la performance de ses collaborateurs, on part d'un principe qui n'est pas formulé. C'est l'hypothèse que la performance suit une distribution normale. La distribution normale, c'est la courbe en cloche bien connue. Le sommet de la cloche correspond à la valeur moyenne. Plus on s'en écarte et moins on trouve d'individus dans la distribution. Par exemple, si la taille moyenne dans une population est d'1,70 m, vous trouverez moins de gens qui font 1,80 m ou 1,60 m que de gens qui font 1,70 m. Et surtout, vous trouverez très peu de gens qui font 2 mètres ou 1,40 m. La courbe s'aplatit assez vite. La distribution normale décrit très bien beaucoup de phénomènes naturels. Elle a l'avantage d'être facile à représenter et à étudier. Il est donc naturel de supposer que la performance professionnelle des individus, comme leur taille ou leur poids, doit suivre une distribution à peu près normale. C'est pourquoi beaucoup d'organisations évaluent les performances sur une grille à 4 ou 5 catégories et surtout forcent la distribution des notes en plafonnant le pourcentage d'individus qui appartiennent aux catégories extrêmes. Car dans une distribution normale, les cas extrêmes, les cas exceptionnels sont très rares. Le problème de ce modèle, c'est qu'il ne décrit pas bien la réalité. Depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de chercheurs, en particulier Herman Haginis de la George Washington University, ont mesuré la distribution des performances dans un grand nombre de domaines, comme par exemple chez les sportifs, chez les chercheurs, ou même chez les acteurs. Et ce qu'ils ont trouvé le plus souvent, ce n'est pas une distribution normale, c'est ce qu'on appelle une distribution de Pareto. La distribution de Pareto est moins universellement connue que la courbe en cloche de la distribution normale, mais vous allez voir que vous la connaissez aussi. Si vous avez déjà observé, par exemple, que 20% de vos clients représentent 80% de vos ventes, la loi des 80-20, c'est une distribution de Pareto. De même, dans beaucoup de pays, une toute petite fraction des individus détiennent une majorité des actifs, encore Pareto. Idem pour les variations des marchés financiers. Si les variations quotidiennes de la bourse suivaient une loi normale, une baisse de 10% en une journée n'arriverait qu'environ tous les 500 ans. Or, cela arrive bien plus souvent parce qu'on a affaire à une distribution de Pareto. On le voit dans ces exemples. La principale différence entre une distribution normale et une distribution de Pareto, c'est la fréquence des cas extrêmes. Regardez la courbe en cloche de la distribution normale et la forme de la distribution de Pareto qui est superposée dessus. À droite de l'image, les cas extrêmes sont rarissimes dans la courbe en cloche, mais seulement rares dans la distribution de Pareto. Et c'est précisément ce qu'ont trouvé Haginis et ses collègues dans tous les échantillons qu'ils ont étudiés. Ils ont par exemple étudié le cas des chercheurs, évalués sur leur nombre de publications, ou celui des artistes, en calculant le nombre de nominations aux Grammy Awards ou aux Oscars. Dans tous ces cas, ils ont trouvé 10 fois plus d'individus qui s'écartent de 3 écarts types de la moyenne que la distribution normale ne le prévoirait. Dit plus simplement, ils ont trouvé 10 fois plus de superstars qu'on ne le croyait si on croyait à la distribution normale. Depuis, d'autres études ont répété cette analyse et ont retrouvé le phénomène, par exemple chez les développeurs de jeux vidéo, chez les développeurs de logiciels et même chez les PDG. Alors bien sûr, on ne peut pas répéter cette analyse partout parce que, dans la plupart des fonctions, on n'a pas de mesure quantitative appropriée de la performance individuelle. Mais, chaque fois que ces mesures existent, la distribution de la performance est non normale. Il n'y a donc vraiment pas de raison de supposer qu'elle deviendrait normale simplement parce qu'on ne serait pas capable de la mesurer objectivement. Si l'on suit la logique de Herman Haginis et de ses collègues, quand on récompense la performance individuelle, et la performance des équipes est un autre sujet, on devrait donc être prêt à des différenciations très importantes. Et les implications de cette conclusion sont vertigineuses. Parce que si la performance d'une entreprise dépend de la contribution disproportionnée d'un tout petit nombre de superstars, alors le talent devient la principale source d'avantage concurrentiel. Et comme dans une équipe de foot, par exemple, il faudrait être prêt à presque tout pour identifier, pour attirer et pour retenir ces superstars. Et être prêt aussi à gérer les tensions qu'une différence de traitement aussi énorme ne manquerait pas de créer avec le reste des troupes.